Se pourrait-il que ce que vous attendez vous attende en réalité? Vous avez lu les ouvrages, vous avez tenté les affirmations, vous avez visualisé, espéré, scruté l'horloge et murmuré vos désirs aux astres. Pourtant, au tréfonds de vous-même, une sourde rumeur persiste. Ce n'est toujours pas arrivé. Pourquoi? Et si je vous disais, c'est ici, non pas dans un lointain avenir, non pas dans une quelconque récompense après des années de performance spirituelle. C'est déjà accompli. Neville Goddard nous a offert la clé. La création est achevée. Ce qui signifie que votre rêve, votre vision, l'objet de vos aspirations les plus profondes, ce n'est pas quelque chose à créer, c'est quelque chose à occuper. Vous n'êtes pas ici pour l'attirer, comme un aimant. Vous êtes ici pour y entrer, tel un costume, comme un rôle dont le nom a été brodé dans le col. Mais l'esprit s'y refuse, n'est-ce pas? Vous avez été conditionné à l'effort, à l'agitation, à la réussite, à prouver votre aptitude, à mériter votre miracle comme un salaire. Et maintenant, l'épuisement s'installe. Certains méditent pendant des années, sans saisir qu'ils sont en réalité dans l'attente et non dans la manifestation. Ils guettent des signes. Ils espèrent une sensation plus agréable. Ils attendent de se sentir dignes. Or, pour ainsi dire, cette attente constitue un état en soi et ne fait qu'appeler de nouvelles attentes. Neville a déclaré « Osez assumer le sentiment du vœu exaucé. Pas demain, maintenant. Vous ne devenez pas la version de vous qui possède ce que vous convoitez. Vous l'êtes déjà. Le seul changement réside au sein de la conscience. Et dès l'instant où vous accédez à l'état d'esprit adéquat, le pont des événements commence à se mouvoir. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur la base scientifique de ceci. Les travaux du docteur Bruce Lipton en épigénétique révèlent un constat fascinant. Votre environnement, y compris votre environnement imaginé, modifie directement l'expression génétique. Votre ADN réagit à la perception, non pas à la réalité, mais à votre perception de celle-ci. Alors, que se passe-t-il lorsque vous vous projetez, d'ores et déjà, dans la conclusion, foulant déjà la scène de l'accomplissement? Ce corpo non distingue, sua cellula obedece. Ce sistema nervoso si harmoniza. E a realidade começa a espelhar novo sinal. Voici une métaphore pour illustrer cela. Imaginez une vieille radio. Chaque station, jazz, information, classique, rock, est en diffusion simultanée. Vous ne créez pas ces fréquences. Vous ne faites qu'ajuster le cadran. Lorsque vous harmonisez votre monde intérieur avec la réalité que vous convoitez, en ressentant, en présumant et en vous imprégnant, vous changez de fréquence. Et la musique se transforme en conséquence. Non point parce que vous l'avez invoqué, mais parce qu'il était déjà présent. Ainsi, dans cette traversée, nous n'allons pas faire advenir les choses. Nous allons pénétrer dans ce qui est déjà. Car la manifestation n'est pas la création ex nihilo. C'est la revendication de ce qui a toujours été vôtre, qui n'attendait que votre assentiment. Commençons. Le désir est sacré. Il est l'étincelle créatrice qui réside en vous. Cependant, lorsque le désir n'est pas suivi de l'assomption, il se mue en tourment. Pourquoi donc? Car désirer quelque chose tout en refusant de se projeter dans l'état de déjà le posséder, c'est tendre son âme au-dessus d'un gouffre de contradictions. On ressent l'attraction de la chose, et pourtant notre monde intérieur persiste à clamer « Pas encore, pas pour moi, pas maintenant ». C'est la torture spirituelle dont Neville parlait. On vous dit « Demandez et vous recevrez », et pourtant vous persistez dans la requête, sans jamais parvenir à la réception. L'esprit murmure « Un jour », le cœur gémit « Mais je le veux maintenant ». Et pendant ce temps, vous demeurez dans une posture de manque, qui ne fait qu'amplifier ce manque. Le désir sans concrétisation est semblable à l'expérience de grelotter auprès d'un brasier, refusant d'en fouler la chaleur. On implore la chaleur, mais on se refuse à s'en approcher. On ne se réchauffe pas en aspirant aux flammes, on se réchauffe en y pénétrant. Et que se passe-t-il lorsque vous le faites? La réalité s'ajuste. Empruntons à la psychologie. L'effet Pygmalion nous enseigne que les résultats s'élèvent ou chutent pour correspondre aux attentes que vous placez en eux. Non pas ce que vous espérez, mais ce que vous croyez déjà être le cas. Lorsque vous avancez imprégné de l'attente d'un désir comblé, la vie se remodèle pour refléter cette conviction. Voici un exercice pratique, le rituel de l'inversion. Au lieu de fantasmer votre désir comme un événement futur, ressentez-le comme un souvenir passé. Fermez les yeux et dites « N'était-ce pas magnifique lorsque tout s'est réalisé ?» Laissez le corps évoquer la satisfaction, comme si cela s'était déjà produit. Cette unique volte-face abolit le temps. Elle vous propulse de l'espoir, à la réminiscence. Et dans cet état, le désir se mue en gratitude, et la réalité en réponse. Demandez-vous, aspirez-vous encore à embraser le brasier,
Ou êtes-vous disposé à y plonger? Si votre désir vous apparaît hors d'atteinte, ce n'est peut-être pas votre vision qui requiert un ajustement. C'est possiblement votre identité. Vous affirmez désirer la relation, la carrière, la santé, l'argent, et vous le voulez, sincèrement. Mais ce que vous présumez de vous-même, en silence, en permanence, par habitude, c'est cela qui dicte véritablement la réalité que vous habitez. Vous ne pouvez pas emporter l'énergie de votre ancien moi au seuil de votre nouvelle existence. La fréquence ne correspond tout simplement pas. Neville Goddard affirmait jadis: « Pour être transformé, le fondement même de votre pensée doit être modifié. » Il ne s'agit pas seulement des pensées concernant vos objectifs, mais bien de celles que vous entretenez à votre propre sujet. Ici réside le piège identitaire. Vous vous efforcez d'atteindre une nouvelle destination tout en vous cramponnant au passeport émotionnel de votre passé. Les doutes, les peurs, les récits, je n'ai tout simplement pas de chance. J'ai toujours lutté. Les gens comme moi n'obtiennent pas ces choses, se travestissent en humilité ou en réalisme. Or, en vérité, ce sont des répétitions d'une image de soi qui ne vous est plus d'aucune utilité. En termes psychologiques, il s'agit de la théorie de l'image de soi. Celle-ci postule que votre comportement, votre perception et même votre interprétation des événements extérieurs s'aligneront invariablement sur votre concept de soi dominant. Et ce, quand bien même ce concept de soi serait désuet ou auto-saboteur. Ainsi, lorsqu'une nouvelle opportunité se présente, vous la filtrez inconsciemment à travers le prisme de votre ancienne narration. Vous vous dissuadez de prendre des risques. Vous interprétez à tort la bienveillance comme de la manipulation. Vous procrastinez. Vous vous autocorrigez. Ou vous vous rabaissez pour correspondre à un passé qui ne vous appartient plus. Ce n'est pas un échec. C'est une fidélité identitaire, votre subconscient demeurant loyal envers une version de vous que vous n'avez pas officiellement mise en circulation. Et voici le coup de théâtre. Vos désirs ne sont pas de simples préférences. Ils sont des invitations émanant de votre moi futur. Ils constituent l'expression naturelle de qui vous êtes en train de devenir. Mais si vous continuez à les projeter à travers le prisme de qui vous avez été, vous générez de la statique, une interférence énergétique entre l'intention et l'incarnation. Alors, comment briser ce cycle infernal? Une pratique percutante est l'exercice du miroir futur-présent. D'une simplicité trompeuse, elle n'en demeure pas moins radicalement transformatrice. Vous vous tenez devant votre miroir. Non pas tel que vous êtes, mais tel que vous aspirez à être. Ne vous projetez pas dans un changement imminent, mais postulez qu'il est déjà advenu. Puis, depuis cet état, vous vous adressez à haute voix à votre moi actuel, comme si vous prodiguiez des conseils d'en haut, du sommet de la montagne. Laissez cette version vous révéler sa perception du monde, ses convictions, ses mouvements, ce à quoi elle a renoncé. Et observez. Les mots afflueront. Non pas issus de la fantaisie, mais de la mémoire. Car au plus profond de vous, votre conscience sait déjà ce que c'est que d'être cette version. Vous ne l'inventez pas, vous la rappelez. Métaphoriquement, c'est un peu comme tenter de rénover un palais tout en conservant les vestiges de la construction précédente. On peut y déverser de l'or et de la lumière, mais si les fondations sont toujours lézardées, l'édifice ne tiendra pas. Posez-vous donc la question, honnêtement et sans préjugés. Quelle identité continue-je d'habiter qui ne correspond plus à la réalité que je tente d'embrasser? Tant que cela ne change pas, le décor peut se modifier, mais le récit demeure inchangé. Et votre manifestation sera toujours filtrée à travers l'écho de ce que vous croyez être. L'avenir que vous désirez ardemment vous tend les bras. Toutefois, il ne saurait s'ancrer là où l'ancien soi persiste. Nous avons été conditionnés à raisonner en termes de calendrier. Cela surviendra quand je serai prêt. Ce n'est pas encore le moment opportun. L'univers le dispensera lorsque le temps sera venu. Mais ce n'est point le temps qui compte. C'est l'état. Neville Goddard enseignait que l'univers entier réagit, non à votre montre, mais à votre conscience. Le délai que vous percevez n'est pas la réalité qui hésite. C'est vous qui hésitez à pleinement assumer la fin. La physique quantique a rattrapé cette vérité. Dans le phénomène connu sous le nom de superposition, les particules existent simultanément dans de multiples états potentiels, jusqu'à l'observation. L'acte d'observation fait s'effondrer la potentialité dans la forme. Qu'est-ce que cela implique pour vous? Cela signifie que toutes les versions de votre existence sont déjà là. Le vous opule, le vous solitaire, le vous guéri, le vous joyeux, le vous négligé, tous. Mais celui que vous assumez, celui que vous ressentez, celui que vous observez intérieurement, est celui qui se manifeste. Vous n'êtes pas en attente de la concrétisation de votre rêve. C'est lui qui attend que vous l'élisiez, l'affirmiez, l'incarniez. C'est le quantum gap. Non pas un hiatus temporel, mais un gouffre identitaire.
On le ressent lorsqu'on envisage la finalité tout en agissant comme quelqu'un qui n'y est pas encore parvenu. C'est la vibration de l'attente. Or, l'attente est un état de conscience qui ne fait que générer davantage d'attente. Neville disait « Assumez le sentiment de l'accomplissement du vœu et persistez dans cette assumption. Non occasionnellement, pas une fois par semaine lorsque vous vous sentez bien, mais comme une demeure intérieure constante. Une technique pour combler cet écart est l'activation par commutation d'état. Pendant 5 minutes ininterrompues, vivez comme la version de vous qui possède déjà ce que vous désirez. Déambulez dans votre chambre, respirez comme elle, parlez comme elle. Ressentez le fardeau allégé, l'accomplissement réalisé. Quel problème cesseriez-vous de résoudre? Quelle pensée ne serait-il plus pertinente? Que ferait votre corps différemment? Laissez cette version s'emparer de la scène, car une fois l'état incarné, le réel se doit de s'y plier. Voici la métaphore. Vous êtes à une gare. La destination ne viendra pas à vous. Le train ne fera pas demi-tour. Vous devez y monter. Dès que vous le faites, le voyage commence. Alors, interrogez-vous présentement. Êtes-vous véritablement en attente d'un événement futur? Ou bien différez-vous votre arrivée dans le seul lieu qui compte réellement, l'état d'épanouissement? Avant de poursuivre, marquez une pause. Si cela entre en résonance en vous, si une part de votre être sait que vous vous tenez au bord d'une réalité qui clame déjà votre nom, alors consultez le commentaire épinglé. Quelque chose vous y attend, qui s'adresse directement à cet instant. Non pas à ce que vous avez été, mais à ce que vous êtes enfin prêt à devenir. Continuons à présent, car la prochaine vérité pourrait bien expliquer pourquoi votre imagination œuvre à votre rencontre, sans que vous en ayez même conscience. C'est une réalité inconfortable. Il arrive que nous tombions amoureux de l'idée du rêve plus que du rêve lui-même. Nous continuons à imaginer, visualiser, scénariser, non pour incarner l'aboutissement, mais pour fuir l'instant présent. Le résultat? Rien ne bouge. Pourquoi diable? Il existe une distinction fondamentale entre l'incarnation émotionnelle et l'addiction neurologique, entre la création et le besoin impérieux. La neuroscience contemporaine nous révèle que la dopamine, le neurotransmetteur cérébral de la motivation, ne s'exalte pas à la réception d'une récompense, mais bien à son anticipation. Nous sommes chimiquement gratifiés non pas pour avoir, mais pour espérer. Cela engendre une boucle. Vous projetez une expérience merveilleuse, vous recevez une faible décharge de dopamine, et puis, vous vous effondrez. Et que faites-vous? Vous imaginez à nouveau. Et encore. Mais vous ne parvenez jamais à y accéder. Cela se mue en divertissement spirituel. Neville ne nous a jamais appris à vivre dans le désir. Il nous a enseigné à assumer la faim, à sentir depuis, et non pas à propos d'eux, à habiter la scène de l'accomplissement sans planer dans l'émotion d'un hypothétique un jour. Voici le piège. Vous pensez être en train de manifester, mais en réalité, vous ne faites qu'alimenter la boucle de l'anticipation. Vous retirez une satisfaction éphémère de l'imagination de votre désir. Mais, n'ayant pas incarné la version de vous qui le possède déjà, rien ne bouge. Neville a déclaré « Sentir la réalité de l'état recherché, plutôt que de spéculer à son sujet, c'est en prendre possession. C'est la pièce manquante. » Voici un exercice pratique. La cure détox du désir. Pendant 24 heures, point d'espoir. Nul désir ardent. Pas d'attente. Simplement être. Vous vous éveillez en tant que la personne qui possède déjà ce qu'elle convoite. Vous parlez depuis cette position. Vous prenez vos décisions en partant de cet ancrage. Vous retirez votre énergie de la chimère d'une future concrétisation et la réinvestissez dans l'incarnation de la présence. Car la présence est la porte d'entrée. Métaphoriquement, c'est comme visionner inlassablement la bande-annonce de votre film fétiche, sans jamais assister à la projection. Cela vous procure juste assez d'émotions pour vous sentir impliqué, mais jamais suffisamment de transformation pour modifier réellement votre état. Posez-vous donc la question. Recourez-vous à votre imagination pour habiter le vœu exaucé, ou simplement pour vous distraire de l'inconfort du pas encore? Seul l'un de ces mécanismes reconfigure la réalité. L'autre vous maintient dans l'occupation, tandis que votre rêve accumule la poussière dans les archives de votre potentiel. Bien trop fréquemment, sans même en avoir conscience, les individus transforment la manifestation en une négociation. Si je médite suffisamment longtemps, je serai récompensé. Si je visualise correctement, l'univers s'en apercevra. Si je suis vertueux, j'obtiendrai ce que je désire. Mais ceci n'est pas de la manifestation. C'est du marchandage. C'est transformer l'imagination en monnaie et l'univers en distributeur automatique. Et cela ne fonctionne pas. Non pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce que cette approche renforce la séparation. Elle maintient votre désir dans le futur, tel un prix qui doit être mérité, plutôt qu'une réalité à revendiquer. Neville Goddard était catégorique. Adoptez la sensation du vœu exaucé. Non pas travailler jusqu'à mériter. Non pas
Convainquez l'univers de vous le donner. Adoptez-la. Vivez-la. Soyez-la. Dès l'instant où vous conditionnez la manifestation, si je fais X, alors j'obtiendrai Y, vous basculez dans une mentalité transactionnelle. Or, la loi de la conscience ne réagit pas à votre effort. Elle répond à votre identité, à votre état d'être, à la vibration du déjà là. Imaginez une personne dansant pour la pluie. Elle exécute des rituels, entonne des chants, implore le ciel. Mais et si, à la place, elle se muait en nuage? Et si elle adoptait la nature même de ce qu'elle sollicitait? C'est là toute la nuance entre performer pour la chose et incarner la chose. Pour rectifier cette tendance, utilisez le journal d'état pré-stratégie. Chaque matin, interrogez-vous. Qui suis-je en cet instant précis? Suis-je la version de moi-même qui réside déjà dans le désir comblé? Ensuite, écrivez depuis cet état, sur ce sur quoi cette personne se concentre, ce qu'elle chérit, ce qu'elle ne pourchasse plus. Que vos actions découlent de votre identité, et non qu'elles soient dictées par les résultats. Car l'itinéraire menant à votre désir n'est pas une liste de contrôle. C'est un miroir. Plus vous traitez la manifestation comme un marché, si je sacrifie suffisamment, je serai béni, plus vous consolidez votre séparation d'avec l'objet de votre quête. Mais l'instant où vous renoncez à la transaction et vous reposez dans l'incarnation, le basculement s'amorce. L'univers n'est pas une entreprise. C'est un reflet, et il ne peut refléter ce que vous ne possédez pas d'abord en vous-même. Alors, interrogez-vous. Marchez-vous dans la conscience de votre souhait exaucé? Ou êtes-vous encore en train de négocier des conditions, espérant l'approbation d'un contrat? La vérité est limpide. On ne gagne pas la nouvelle réalité. On y entre, en l'incarnant. Il existe une force subtile, souvent négligée, qui décide en silence si votre manifestation advient promptement ou s'enlise indéfiniment. Ce n'est pas de la visualisation. Ce n'est pas de la programmation. Ce n'est même pas la croyance en l'issue. C'est la foi en soi. Plus précisément, la maîtrise de soi, votre aptitude à pleinement incarner votre identité sans hésitation, sans excuse, ni autorisation extérieure. La plupart des individus délèguent inconsciemment leur pouvoir. Ils attendent des signes, une validation, que quelqu'un confirme. Oui, vous pouvez désormais posséder cette chose. Or, cette attente même est une vibration de dépossession. C'est la fréquence de la requête, non de l'incarnation. Neville Goddard enseignait: vous devez oser supposer que vous êtes ce que vous désirez être, et vous devez oser rester fidèle à cette supposition. Cette audace est un acte de possession de soi. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas forcée. C'est une certitude intérieure, sereine et ancrée. Je suis cela, maintenant. En psychologie, cela fait écho à ce que l'on nomme l'effet Galatée, l'idée selon laquelle la perception que vous avez de vous-même façonne votre existence plus que l'opinion d'autrui. Ce ne sont pas les jugements des autres qui engendrent la réalité. C'est votre propre conception de vous-même, réitérée dans la pensée et le sentiment, qui dicte le scénario de votre monde. Mais voici le crève-cœur. Nombre d'entre nous ne reçoivent jamais ce qu'ils désirent, car ils ne se sentent pas dignes d'accéder à la concrétisation de leurs aspirations. Ils retardent l'incarnation, convaincus qu'ils doivent se transformer, se muer en autre chose, avant de pouvoir franchir le seuil du rêve. Or, le rêve ne survient pas une fois la métamorphose opérée. Le rêve est la métamorphose elle-même. Exercer la maîtrise de soi en recourant à l'exercice d'incarnation du droit. Parlez, non pas depuis l'espoir, mais depuis l'accomplissement. Au lieu de dire « je veux être riche », dites « il est merveilleux d'être une personne qui gère sa richesse avec sérénité et assurance ». Plutôt que de dire « je veux me sentir aimé, affirmé ». Bien sûr que je suis aimé, c'est mon essence même. Que votre ton passe de la recherche à la déclaration, de la poursuite à la revendication. La réalité n'étant pas un tribunal où l'on plaide sa cause, mais un royaume, votre présomption est le seul laissez-passer nécessaire pour y accéder. Voici la métaphore. La vie est une porte verrouillée, non par réticence. Elle s'ouvre instantanément, dès l'instant où vous cessez de frapper et réalisez que la clé a été entre vos mains tout le temps. Cette clé, c'est la maîtrise de soi. Posez-vous donc la question. Attendez-vous l'aval d'autrui pour légitimer votre rêve, ou êtes-vous prêt à incarner la version de vous-même qui le valide en s'y investissant pleinement? L'univers ne répond pas aux requêtes. Il reflète la reconnaissance. Reconnaissez-vous, et tout bascule. Ancrons ces principes dans le concret. Un homme que j'ai autrefois instruit s'est présenté à moi, accablé par un désir simple, mais lourd de sens. La liberté financière. Pas le luxe. Pas des millions. Juste la capacité de vivre librement, de manière créative, sans crainte. Mais il était obsédé par le comment. Chaque matin débutait par la stratégie. Chaque nuit s'achevait dans le doute. Il était perpétuellement en train de calculer, de planifier,
s'évertuant à anticiper le chemin qui pourrait conduire au résultat. Et pourtant, le résultat ne venait jamais. Jusqu'à ce qu'il entreprît quelque chose de radical. Il renonça purement et simplement à la méthode. Neville a écrit « La fin du désir est l'être ». Et c'est ce que cet homme a choisi. Au lieu de se focaliser sur la trajectoire, il a commencé à vivre à partir du résultat. Non pas en direction de celui-ci, mais à partir de lui. Il n'a pas imaginé l'offre d'emploi, ni le virement bancaire, ni la stratégie, mais bien les retombées. Il se vit sourire en ouvrant son ordinateur portable dans une demeure qu'il chérissait. Il ressentit cette légèreté dans sa poitrine en réglant ses factures avec une aisance déconcertante. Il imagina des dîners entre amis où l'argent ne serait plus une préoccupation. Nulle logique, nul chronogramme, simplement l'immersion dans la finalité. Et puis, l'inexplicable se produisit. Le chemin s'est déployé, sans effort. Un ancien client a tendu la main. Un ami a proposé de s'associer sur une idée commerciale. Une transaction immobilière dont il avait perdu le souvenir a finalement abouti. Aucune de ces circonstances n'entrait dans ses plans, mais toutes faisaient partie de la réalité qu'il avait incarnée. C'est là le paradoxe. Au moment même où il cessa de s'obnubiler sur la manière dont cela adviendrait, cela arriva. Pourquoi donc? Parce qu'il ne l'entravait plus avec le doute. Il avait cessé d'exiger une dissection méthodique. Il avait basculé du contrôle à la conscience. La technique qu'il employait, et que vous pouvez mettre en œuvre à tout instant, se nomme l'expansion de scène finale. Vous fermez les yeux et, au lieu de vous efforcer de tracer le chemin, vous sautez directement à la conclusion. Mais pas comme un moment culminant, mais comme un souvenir naturel. Vous expérimentez le résultat comme s'il avait déjà mûri dans votre existence. Non pas uniquement la victoire, mais la sérénité qui lui succède. Voici la métaphore. Il cessa de préparer le gâteau et se contenta de le humer. Et l'odeur était si probante que la cuisine réagit. Interrogez-vous. Êtes-vous empêtré dans les étapes? Ou avez-vous l'audace de vous projeter dans la sensation que c'est déjà accompli? Puisque le pont des incidents n'a nul besoin de votre contrôle, mais de votre consentement. Ce consentement débute par l'abandon du comment et une immersion totale dans le maintenant du soi accompli. Vous affirmez aspirer à une vie nouvelle, la relation, l'abondance, la liberté. Et consciemment, c'est le cas. Mais en deçà de la surface, dans les interstices silencieux de votre système nerveux, une résistance s'exerce. Quelque chose recule, se cabre au seuil du changement. Et voici l'oxymore dissimulé. La plupart des individus n'échouent pas à matérialiser leurs désirs parce que ceux-ci manquent de clarté, ou que leur imagination est atone. Ils trébuchent, car une part d'eux-mêmes redoute les exigences inhérentes à l'accomplissement de la manifestation. Neville Goddard nous rappelait fréquemment « Vous devez consentir à mourir à l'ancien homme avant de pouvoir renaître en tant que nouveau. » Et il ne s'agit nullement d'une exagération poétique. La manifestation n'est pas seulement un acte de création, c'est un acte de mort émotionnelle. Vous devez renoncer au connu, même si cela s'avère douloureux. Car la douleur familière procure, pour l'inconscient, un sentiment de sécurité supérieur à la joie inconnue. C'est pourquoi on peut affirmer « je désire l'amour », tout en redoutant d'être perçu. On peut proclamer « j'aspire à la richesse », et pourtant paniquer face à l'exigence de nouvelles normes. On peut clamer « je veux la liberté », mais secrètement déplorer la perte de son identité forgée dans la lutte. La crainte du changement n'est pas irrationnelle, elle est biologique. Le corps assimile la sécurité à la constance. Même si l'ancienne existence était source de souffrance, elle offrait au moins une prévisibilité. La nouvelle vie, elle est ouverte, inexplorée, et cela rend votre monde intérieur circonspect. Alors, quelle est la solution préconisée? Il faut impérativement associer le changement à la sécurité, et non à une menace. Il est impératif de persuader votre subconscient que la nouvelle réalité est non seulement envisageable, mais également un lieu sûr à habiter. C'est ici qu'intervient l'encre d'abondance sécurisée. Prenez l'état que vous désirez, disons l'aisance financière, et associez-le consciemment à un sentiment de sécurité. Respirez profondément, relâchez votre corps, ralentissez votre rythme cardiaque, puis évoquez l'image de votre moi accompli. Sans vous précipiter vers le succès, mais en vous y reposant. Sentez à quel point il devient naturel, voire banal, de posséder ce que vous pensiez autrefois inatteignable. Apprenez à votre système nerveux à se détendre dans votre rêve, et non à en reculer. Voici la métaphore. Vous affirmez désirer une demeure neuve, mais chaque nuit, vous verrouillez la porte de l'intérieur. Vous aspirez à l'extérieur, mais uniquement si cela ne vous contraint pas à sacrifier le réconfort de votre ancienne souffrance. Posez-vous donc cette question cruciale. Est-ce réellement le rêve qui vous effraie? Ou bien la métamorphose qui l'exige? La manifestation ne survient pas uniquement lorsque vous y croyez.
Elle se produit lorsque votre être tout entier se sent en sécurité pour y résider. Jusque-là, vous pourrez certes frapper à la porte de votre rêve, mais vous n'en franchirez pas le seuil. Non pas parce que la porte est verrouillée, mais parce que vous n'avez pas encore prononcé « Il est sûr pour moi d'entrer ». Nous avons exploré l'état d'esprit, les pièges et le paysage émotionnel de la manifestation. Abordons à présent les aspects concrets. Seul le texte traduit. Neville Goddard ne nous a pas appris à supplier l'univers ni à guetter des signes. Il nous a enseigné à pénétrer l'état, et à partir de cet état, à laisser la vie refléter l'hypothèse. Mais comment y parvenir, d'instant en instant, avec clarté et puissance? Voici une simple mais puissante procédure d'accès en 3 étapes, ancrée dans la technique fondamentale de Neville. Vous pouvez vous la remémorer grâce à un seul mot. Entrer. Explorer émotionnellement la réalité incorporée. Étape 1. Sélectionnez une scène qui suggère l'accomplissement. Non pas le moment culminant où vous obtenez ce que vous désirez, mais la normalité qui s'ensuit. Par exemple, au lieu d'imaginer la signature du contrat, imaginez-vous flânant dans votre demeure, fraîchement rémunéré. Au lieu d'imaginer un mariage, imaginez-vous vous réveiller aux côtés de votre partenaire un matin ordinaire. Choisissez quelque chose de simple, quelque chose d'usuel. Neville a déclaré « Ce n'est pas la pensée de la fin qui engendre le résultat, mais la sensation de la fin ». Il vous faut donc transcender la logique et plonger dans l'expérience émotionnelle. Étape 2. Ressentez-le comme si vous vous éveilliez d'un souvenir, sans contempler un futur. Ceci est subtil, mais essentiel. Vous ne scrutez pas l'avenir. Vous vous remémorez ce qui est déjà vôtre. Sentez la texture des vêtements, le rythme de votre respiration, l'atmosphère de l'instant. Ne le jouez pas. Imprégnez-vous-en. Laissez cet état s'infiltrer dans votre corps comme un souvenir de la semaine passée. Étape 3. Demeurez-y. De manière répétitive, émotionnelle, silencieuse. Ne vous précipitez pas à faire quelque chose ensuite. N'essayez pas de décortiquer les étapes. Restez simplement immergé dans l'atmosphère de la fin. Revenez-y tout au long de la journée, non pas comme un effort, mais comme une identité. Vous n'essayez pas d'y parvenir. Vous restez là où vous êtes. C'est ce que Neville voulait dire lorsqu'il affirmait « Demeurer dans l'état, c'est vivre dans l'hypothèse. Et vivre dans l'hypothèse, c'est vivre dans la seule réalité qui soit. » Voici la métaphore. La réalité est une pièce. Point n'est besoin de la construire. Nul besoin de gagner la clé. Il suffit d'y entrer. Et une fois à l'intérieur, point n'est besoin d'éprouver le besoin de jeter des regards furtifs par la fenêtre pour s'assurer que cela a fonctionné. On se détend, on décore, on demeure. Posez-vous donc la question suivante. Fréquentez-vous l'état de manière sporadique? Ou l'habitez-vous pleinement? Car la manifestation n'est pas un éclair de magie. C'est le déploiement progressif d'une réalité dans laquelle vous êtes déjà entré, émotionnellement, de manière répétée, jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de s'aligner. Les intentions sont puissantes, mais uniquement lorsque votre fréquence leur correspond. Vous pouvez réciter des affirmations. Vous pouvez coucher vos objectifs sur le papier. Vous pouvez proclamer avec ferveur ce que vous entendez créer. Cependant, si votre ligne de base émotionnelle, votre état d'être ressenti, demeure ancré dans la peur, le manque ou l'incrédulité, alors la fréquence que vous émettez annulera le signal que vous envoyez. Neville Goddard était d'une précision chirurgicale lorsqu'il affirmait « Un changement de sentiment est un changement de destin, non pas un changement de formulation, non pas un changement d'effort, un changement de sentiment, car le sentiment est la fréquence de la conscience. Il est la vibration qui envoie l'ordre à la réalité. C'est la guerre sourde, le conflit latent entre ce que vous proclamez désirer et ce que vous jugez réalisable. L'écart abyssal entre votre intention affichée et l'identité que vous façonnez par vos actes. Vous pouvez bien affirmer « Je suis dans l'abondance », alors que votre système nerveux reste tendu, anticipant une crise financière. Vous pouvez visualiser l'amour, tout en vous repliant émotionnellement à chaque rapprochement. Ces contradictions ne sont pas des échecs moraux. Elles signalent simplement que votre état intérieur n'a pas encore rattrapé votre vision. La science corrobore ces dires. La cohérence de la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC, telle qu'étudiée en neurocardiologie, démontre que l'harmonie émotionnelle et physiologique influence directement la clarté de votre intention. Lorsque votre cœur, votre cerveau et votre corps sont en cohérence, lorsque vous êtes calme, centré et émotionnellement congruent, vos pensées acquièrent une force créatrice. Votre champ se stabilise. Vos intentions se muent en transmission cohérente plutôt qu'en signaux brouillés. Pour combler cette lacune, recourez à la respiration, tune the transmission. Fermez les yeux. Inspirez profondément et régulièrement. Ralentissez le rythme de vos pensées en ralentissant celui de votre respiration.
Tandis que votre corps s'assouplit, évoquez le sentiment du vœu exaucé. Non pas les mots, le sentiment. Laissez votre souffle porter ce sentiment à travers votre corps. Laissez-le s'installer dans votre poitrine, vos membres, votre voix. Faites cela jusqu'à ce que la pensée et la fréquence convergent. C'est alors que la manifestation devient magnétique. Voici la métaphore. Vous tentez de diffuser un rêve en haute définition sur un signal statique et vacillant. Il se met sans cesse en mémoire tampon, non pas parce que le rêve est défectueux, mais parce que la connexion est ténue. Renforcez le signal, et la vision s'écoule sans accroc. Posez-vous donc la question suivante. Vos sentiments s'accordent-ils à vos affirmations? Ou bien proclamez-vous un avenir tout en demeurant émotionnellement assujetti au passé? Lorsque l'intention et la fréquence convergent, le monde s'incline pour les refléter. Jusqu'alors, vous parlez une langue et vivez dans une autre, et la réalité n'écoute pas vos paroles, mais votre vibration. Vous n'attendez pas votre nouvelle réalité. Votre nouvelle réalité vous attend. Ce n'est pas différé. Ce n'est pas lointain. C'est accompli. Neville Goddard enseignait « La création est achevée ». Tout ce que vous désirez existe déjà dans la conscience, non pas en tant que potentiel, mais comme un état non encore revendiqué. Ce n'est pas quelque chose que vous attirez. C'est quelque chose dans lequel vous pénétrez. L'erreur que nous commettons fréquemment réside dans notre conviction de devoir le mériter, l'atteindre, ou d'être élu par lui. Or, la manifestation ne se résume pas à l'accomplissement. Elle est une question d'assomption. L'état du vœu exaucé est déjà là, mais il exige que nous l'habitions pleinement, émotionnellement, énergétiquement, silencieusement. Et c'est là le paradoxe. Vous persistez à chercher des preuves de sa réalité, alors que la réalité elle-même attend que vous y croyiez en premier lieu. Le travail de Bruce Lipton corrobore ceci au niveau biologique. Votre perception, notamment votre réalité imaginée, modifie les signaux auxquels votre corps réagit. Cela signifie qu'à partir de l'instant où vous commencez à ressentir depuis l'état désiré, votre physiologie se transforme. Vos actions se modifient, et le monde extérieur s'infléchit pour correspondre au nouveau signal. Neville a écrit « Être conscient d'être quelque chose, c'est être ce dont on est conscient. » Ceci n'est pas symbolique, c'est littéral. Votre monde reflète l'état que vous occupez constamment. Non pas les mots que vous prononcez, mais les présuppositions que vous entretenez dans le silence. Alors, repensons entièrement le concept de manifestation. Vous ne forgez pas un avenir. Vous choisissez une réalité et y pénétrez dès maintenant. Avec votre humeur, votre conception de vous-même, votre ton intérieur. Point n'est besoin de forcer la porte. Il suffit de prendre conscience. Elle n'a jamais été verrouillée. Imaginez la vie comme une scène d'ores et déjà dressée. Les lumières sont braquées. Le rôle est écrit. La seule pièce manquante est l'acteur, vous, qui s'incarne pleinement dans le personnage de soi accompli. Fini des répétitions. Fini d'attendre une quelconque validation. Vous êtes la validation. Posez-vous donc cette ultime interrogation. Qu'éprouvez-vous à l'idée de savoir l'affaire d'ores et déjà conclue? Ressentez cela. Revenez-y. Car une fois que vous l'aurez fait, il ne restera plus qu'une seule chose. Que la vie fasse résonner ce que vous avez osé incarner. Et si ce message a suscité une quelconque émotion en vous, aussi ténue soit-elle, consultez le commentaire épinglé. Quelque chose vous y attend, prêt à être découvert.